Un temps fort ce samedi à Paris, un hommage rendu aux homosexuels déportés par le régime nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. Un mémorial national a été inauguré ce matin. L'œuvre, installée dans les jardins du port de l'Arsenal à Bastille, a été dévoilée en fin de matinée par la maire de la capitale. On va en parler avec vous, Régis Schlagdenhaufen. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, titulaire de la chaire de socio-histoire des catégories sexuelles. Vous étiez présent ce matin à cette cérémonie. On va y revenir. Alors nous, on attend les images encore par la transmission des canaux officiels. Vous étiez sur place. Le monument ressemble à une forme de baguette qui se termine, enfin forme d'étoile qui se termine comme une baguette magique. Comment déjà vous l'avez trouvé et comment vous avez vécu ce moment ? Exactement. Pour ma part, ça fait 12 ans que j'ai accompagné le collectif interassociatif autour de ce projet. Donc déjà, c'est un aboutissement. Et comme j'ai pu le dire à l'artiste Jean-Luc Vernat, la réalisation concrète est mieux que les esquisses et les dessins qu'on avait pu voir. Donc c'est une très belle baguette magique à double face, avec une face sombre qui rappelle les moments difficiles de l'histoire et de la mémoire collective, et une face plus lumineuse qui inspire l'avenir. Bon, on essaiera de vous proposer les images une fois qu'elles nous sont parvenues, parce que vous avez pris des photos avec votre téléphone personnel. J'ai quand même envie de vous dire, enfin, d'autres villes, d'autres capitales l'ont fait, ont inauguré des sites comme celui-là. Pourquoi est-ce que ça arrive tardivement à Paris ? D'un point de vue général, vu que j'avais réalisé ma thèse sur la commémoration des victimes homosexuelles du nazisme en Europe, et j'ai travaillé sur différents pays, la France a toujours été un peu en retard par rapport à l'Allemagne ou les Pays-Bas, et ça s'explique aussi par le contexte français particulier, c'est-à-dire la mémoire collective de la Seconde Guerre mondiale, les anciens combattants, les anciens déportés. Il y avait aussi, si je puis dire, des conflits mémoriels qui perdure pour partie. Et donc, ça explique aussi la lenteur du processus qu'on a pu observer en France. Comme je vous l'ai dit, on est en 2025. Le projet a débuté en 2013. Et en 2005, on parlait déjà de cette idée de réaliser un monument national, donc déjà il y a 20 ans. Mais vous parlez de conflits mémoriels, ce qui laisse penser qu'on a en quelque sorte sacrifié ce pan-là de l'histoire, de ce qu'ont pu vivre les homosexuels déportés ? C'est-à-dire que certains des collectifs déportés avaient du mal à admettre qu'on puisse commémorer les homosexuels qui étaient considérés par eux plutôt comme des dégénérés ou des malades. C'est de l'homophobie classique, si je puis dire. Et donc, il y a eu tout un travail aussi de pédagogie avec les associations d'anciens combattants, d'anciens déportés, pour discuter de ce projet, pour que ça soit aussi plus consensuel. Les chiffres diffèrent quelque peu, et là on a besoin de vos lumières. Les estimations à échelle européenne varient entre 5 000 et 15 000 déportés par le régime nazi, donc de personnes en raison de leur orientation sexuelle. En France, c'est estimé à 200 personnes. Ce sont des chiffres d'associations. Est-ce qu'ils sont plus près de la réalité ? Est-ce que vous les confirmez ? Premièrement, concernant la grande fourchette de 5 à 15 000, ouais. Ça s'explique parce qu'il y a énormément de registres qui ont disparu ou qui ont été détruits. Donc c'est très compliqué de comptabiliser. C'est pour ça qu'il y a cette grosse fourchette. En général, on dit 10 000, entre 5 et 15 000. Concernant la France, là aussi, il y a des aspects un peu complexes parce qu'il y a d'un côté l'Alsace qui a été annexée de fait, où il y a eu plusieurs centaines de personnes arrêtées pour homosexualité, et certains d'entre eux, parce que c'était des hommes uniquement en Alsace, ont été déportés vers les camps nazis. Et concernant le reste de la France, on a plusieurs dizaines, et là aussi, la recherche continue de se poursuivre. Ça signifie qu'on en trouvera toujours plus. D'accord, je reviens maintenant dans le temps présent. Donc nous marquons ce 17 mai, la journée internationale contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie. Je précise pour nos téléspectateurs que la journée du 17 mai est consacrée depuis 1990, date à laquelle l'OMS a retiré de sa liste de maladies l'homosexualité. Les choses avancent en France et ailleurs, mais il y a tout de même ce chiffre, plus 5% d'actes homophobes enregistrés l'an dernier en France. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Ça, tout dépend. Quelle est votre source ? Si la source est celle, par exemple, de la police nationale, on sait que la police et la gendarmerie ont fait des gros efforts pour mieux accueillir les personnes victimes d'homophobie et d'LGBT-phobie. Qui vont porter plainte, vous voulez dire, qui font la démarche alors. Et donc les personnes qui font la démarche, les démarches sont enregistrées. Il y a vraiment un travail qui est fait en interne au sein de la police. Avant, les personnes étaient renvoyées en disant
on s'occupe pas de ça. C'est pas parce qu'elles n'osaient pas le faire, c'est parce que l'accueil qu'on leur réservait n'était pas favorable. L'accueil a été un long problème pendant de nombreuses années. Donc il y a des policiers en interne qui forment d'autres policiers à l'accueil spécifique de ce type de violence. C'est la même chose pour l'accueil aussi des femmes victimes de violences qui pendant longtemps, elles n'étaient pas les bienvenues. Donc il faut être formé pour accueillir ce type de personnes et ce type de souffrance. Et ça explique aussi le fait que les personnes sont plus promptes à aller déposer plainte. Mais concernant les associations telles que SOS Homophobie qui tous les ans publie un rapport, et là aussi les chiffres augmentent et donc c'est plurifactoriel, même s'il y a un petit retour quand même qu'on observe de libération de parole par rapport à ces faits. Et où est-ce que justement cette libération de parole trouve sa source? Comment est-ce qu'on décomplexifie maintenant cette parole et qu'on ose plus facilement? Je parle des actes homophobes. Comment est-ce qu'on ose plus? Est-ce qu'il y a un discours qu'il favorise? Il peut y avoir deux choses. Ça dépend comment les actes homophobes sont comptabilisés. À partir du moment où on prend en compte les actes en ligne, c'est-à-dire sur Internet et sur les réseaux sociaux, souvent les personnes qui sont auteurs de ce type de violence, plus ou moins verbale et peut-être de menaces, sont cachées derrière leur écran et se permettent beaucoup plus de choses, malheureusement. Merci beaucoup, Régis Schlack-Denhoven. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Merci.